La meilleure société offshore pour 2024, mais c'est également valable pour 2025, 2026, 2027, et même après, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo sur notre chaîne AH Stratégist, dans laquelle on va parler stratégie, dans laquelle on va parler géodiversification, et dans laquelle on va t'apporter beaucoup de valeur. Mais avant les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications. Tu peux nous rejoindre sur Telegram, nous sommes plus de 3500 entrepreneurs investisseurs pour du contenu exclusif, ou rejoindre notre Discord entièrement offert également, où tu pourras échanger, poser tes questions avec la communauté et avoir accès à du contenu uniquement disponible sur Discord, ou un programme qui t'est entièrement offert. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. En guise d'introduction à cette vidéo, la meilleure société offshore, c'est un sujet qui plaît en chaque début d'année. Question qui peut varier d'une situation à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un business à l'autre également. C'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. Mais en réalité, dans 97% des cas, c'est une stratégie qu'il faut adopter et c'est la stratégie que nous allons voir aujourd'hui qui est la meilleure à tout point de vue. Stratégie, c'est-à-dire que ta structuration ne doit pas se limiter à seulement créer une société offshore. Et par société offshore, j'entends société non résidente, c'est-à-dire société incorporée dans un pays différent de ton pays de résidence fiscale. Si tu es en France et que tu as une société à l'île Maurice, c'est une société offshore. Si tu es à l'île Maurice et que tu as une société en France, la société française est une société offshore. Le but, c'est de créer un écosystème offshore au service de ton enrichissement, la création du capital, et c'est pour cela que tu travailles, sauf si bien évidemment, ton objectif, c'est de tapiner jusqu'à 90 ans. Je vais rajouter un comparatif un peu plus poussé dans Expat Stratégique Pro. C'est un programme entièrement offert, donc n'hésite pas à t'y inscrire. Le lien se trouve en haut à droite et également dans la description de la vidéo, où on ira plus en profondeur. Je vais diviser cette vidéo sous forme de concepts devant être pris en compte. Tu trouveras les marqueurs temporels sous la vidéo, mais cependant, je te conseille de les regarder les uns après les autres, car chacun introduit le suivant et de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Également, je t'invite à t'inscrire à la masterclass Expat Capitaliste Pro pour personnes capitalistes. Les socialistes et les communistes sont interdits. Tu trouveras dans les commentaires sous la vidéo, dans la description et en haut à droite, le lien de notre future masterclass Expat Capitaliste Pro dans laquelle on va te partager des stratégies inédites pour optimiser tout en créant ton patrimoine et avoir le meilleur des deux mondes, tout en payant quelquefois moins d'impôts qu'à Dubaï. N'hésite pas à t'y inscrire, on partagera énormément de valeur dans cette masterclass. Donc, commençons par le premier concept, le concept de la LLC américaine. La LLC américaine, une filiale. L'inutilité d'une naked LLC ou d'une LLC nue, la LLC, elle est vendue sur Internet comme la solution miracle par de nombreux entrepreneurs, youtubeurs, on va dire, notamment sur le fait qu'elle peut te suivre si tu changes de pays. C'est la conception. Cependant, les gens ne le savent pas puisqu'ils ne disposent ni de stratégie, ni de compétences, ni de connaissances, que la plupart des sociétés te permettent exactement la même chose avec des stratégies qui vont te permettre de faire beaucoup plus qu'avec une simple LLC. Cependant, la forme de la LLC, qui est une société transparente, va être un mauvais choix en détention directe, car elle va rendre imposables les bénéfices de la société entièrement à ton impôt sur le revenu, y compris dans les pays à fiscalité territoriale. Ça, c'est une autre légende urbaine, une légende de YouTube, on pourrait dire. En réalité, la LLC doit être détenue par une autre société, donc ne plus être une détention en direct. Et c'est sur cette société que tu dois te concentrer si tu as besoin d'une LLC. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons un schéma, c'est beaucoup plus pratique. Imagine, tu es monsieur X, tu vas créer la meilleure société offshore avec une bonne stratégie et c'est cette meilleure société offshore qui va détenir en réalité ta LLC. Et pourquoi une LLC est une excellente filiale et ne doit pas être servie que dans certaines conditions, c'est que la LLC, elle est excellente pour servir une clientèle américaine, mais c'est la pire des solutions pour servir une clientèle européenne. Il est difficile, mais possible cependant, d'avoir des solutions bancaires de qualité sur une LLC, notamment disregarded. Aux États-Unis, il existe des méthodes et des hacks qui rendent la chose plus simple. Mais par exemple, il est possible d'avoir un compte en banque physique, même à distance, dans une top tier des banques américaines. Nous sommes en train d'essayer le concept pour les membres du Borderless Entrepreneur. Une LLC,
Sera également beaucoup plus facile à enregistrer à la sales tax, l'équivalent de la TVA aux États-Unis, dans les différents États. Aux États-Unis, il y a une TVA américaine, il n'y a pas de TVA européenne, mais vous avez une TVA américaine qui va différer d'un État à l'autre avec des taux différents. C'est comme si en fait vous vendiez dans l'Europe avec 50 pays en Europe. C'est des États fédéraux avec des règles particulières, mais qui sont relativement faciles à maîtriser avec les bons outils. Le deuxième concept qu'on va voir ici, c'est qu'on a mis la société offshore qui détenait la LLC dans l'exemple de si tu as besoin d'une LLC pour servir une clientèle américaine. Mais la société offshore n'est pas une holding, c'est une société opérationnelle. Si on rajoutait une holding, il faudrait rajouter une société au-dessus de la meilleure société offshore comme on l'a mis sur le schéma. La meilleure société offshore comprend la meilleure stratégie offshore. C'est une société que tu ne fermes pas. La richesse d'une entreprise réside en réalité dans son historique. Cet historique, il va te permettre notamment de lever des financements sur ta structure. On pourra le voir avec l'exemple E2S, qui est un exemple très en vogue en ce moment sur Internet. On le verra dans Expat Strategic Pro avec un exemple concret. Il va permettre de rassurer les partenaires. Est-ce que tu préfères faire un virement de 50 000 balles à une société qui a été créée en 2007 ou à une société créée le 1er décembre 2023 ? C'est important de le préciser. D'ailleurs, c'est pour ça que certains incorporateurs de sociétés vous vendent ce qu'on appelle des shelf companies, c'est-à-dire des armoires, des sociétés sur armoire. C'est des sociétés qui ont été créées il y a longtemps, qui sont inactives, mais qui ont une date de création qui remonte dans le temps. Et quelquefois, c'est indispensable sur des business assez particuliers, notamment sur les business à appel d'offres. Lorsque vous faites un appel d'offres, votre société, il y a un prérequis d'ancienneté sur la société. Revente également. Le capital de l'entrepreneur se situe dans son business, pas dans les flux de trésorerie de son business, mais s'il souhaite revendre son business, cela sera beaucoup plus facile si tu as un historique sur 5 ans et pas que tu expliques « Non, mais en fait, mec, j'ai créé une auto-entreprise, j'ai fermé l'auto-entreprise, j'ai créé une SAS, après j'ai décidé de m'expatrier parce qu'il y avait trop d'impôts, je suis parti en Estonie, donc j'ai fermé la SAS, j'ai rouvert une société en Estonie, mais vu que l'Estonie, c'est de la merde, j'ai fermé ma société en Estonie pour aller en Hongrie. Mais vu qu'ensuite ils augmentaient les impôts en Hongrie, je suis parti dans un autre pays et j'ai créé une LLC américaine. Donc en fait, voilà tous les bilans. Non, tu gardes la même société. Surtout que la localisation de ta société n'a pas d'impact sur ta fiscalité. Ce qui va avoir un impact sur ta fiscalité avec une société offshore, c'est de frauder. Une société, elle est fiscalisée là où elle est gérée, y compris dans les pays sans règles CFC, qui sont des règles anti-abus pour les multinationales, pour empêcher les multinationales de créer des filiales qui vont générer des flux financiers, notamment prêter à d'autres filiales. Bien évidemment, ils le mettraient dans des paradis fiscaux. C'est très connu sur les intérêts. On pourrait faire une vidéo sur ça. Ce qui détermine l'imposition, c'est le lieu de management de ta société. C'est là où tu contrôles la société. C'est là où tu es quand tu reçois un virement, que tu émets un virement. C'est là où tu es quand tu signes les documents. C'est là où tu es quand tu fais des opérations. C'est ça qui définit ton imposition. Petit rappel, la fiscalité territoriale de certains pays, et je pense notamment au Panama, ne s'applique pas aux revenus provenant d'une exploitation locale d'une société offshore. Cette optimisation, c'est la fraude fiscale. Un exemple tout simple, il suffisait de créer une LLC à 190 balles au Panama pour être à 0% d'impôt, demandez-vous pourquoi, lorsque vous payez vos avocats au Panama pour faire la procédure, pourquoi ils ne vous facturent pas avec une LLC américaine si c'est entièrement légal. Vous pensez qu'ils sont patriotes au point de payer des impôts alors qu'il suffirait de créer une société à 190 balles. Donc, c'est le lieu d'exploitation qui compte. C'est là où les décisions sont prises, c'est là où l'activité est menée. Et ce n'est pas parce que vos clients sont en dehors, la clientèle n'a pas d'importance. Ce que je veux dire par là, sur la localisation de ta société n'a pas d'importance sur ta fiscalité, c'est que Monsieur X, résident français, mais ça marche s'il est résident thaïlandais, s'il est résident groenlandais, s'il est résident brésilien ou n'importe où, même au Sri Lanka. Monsieur X détient une société estonienne, une OU estonienne, il a créé avec sa e-residency. En réalité, il va constituer un établissement stable au travers d'une installation fixe d'affaires. C'est généralement là où il prendra toutes ses décisions, c'est-à-dire son logement personnel ou ou sur la mesure de l'agent dépendant. On avait fait une vidéo sur ça, je t'invite à la regarder, je te mettrai le lien en haut à droite. La société estonienne sera taxée à 100% dans cet exemple en France et non pas en Estonie. Donc, il ne pourra pas bénéficier du régime fiscal estonien, du report d'imposition jusqu'à distribution des dividendes. Retiens que
le raisonnement en fiscalité, il doit être binaire. L'avantage de la fiscalité, c'est d'être binaire, c'est d'être blanc ou noir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va être un inconvénient dans un sens, si tu le prends dans l'autre sens, va être un avantage et vice-versa. Prenons un exemple concret. Si je te dis, tu n'as pas besoin de passer 183 jours dans le pays dans lequel tu t'expatries pour être résident fiscal, tu dis, putain, c'est génial. Mais par contre, là où tu ne vois pas l'inconvénient de l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de passer 183 jours dans un autre pays pour que lui également te considère résident fiscal. Ça a une importance. Et quoi qu'on dise, cette technique marche assez bien. Je ne l'ai pas prise en défaut pour l'instant. Le troisième concept sur cette stratégie de société offshore va concerner la perception du profil de la société, et tu vas le comprendre avec le cas pratique que nous verrons à la fin de cette vidéo, c'est de comprendre le profil risque de ta société. Ce profil risque va être important notamment pour l'ouverture de comptes bancaires et donc la géodiversification bancaire et la création de leviers bancaires. Ce levier bancaire, il peut te servir à investir dans l'immobilier, à racheter une boîte, à financer un développement, à financer le développement d'un SaaS. Il ne sert pas qu'à l'immobilier. Ce profil de risque va prendre plusieurs éléments en compte que nous pouvons intituler, que j'ai intitulé dans la V4 du Borderless Entrepreneur, les considérations commerciales. La première chose qui va être prise en compte dans ce profil et dans l'établissement de ce profil risque va être le lieu où votre société est enregistrée. Si demain, tu te pointes à la Banque Populaire en disant j'ai une société en Afghanistan, ça m'étonnerait qu'ils t'ouvrent un compte. Pareil, si tu as une société en République démocratique du Congo. Quel type de structure utilisez-vous? Ça, c'est la forme de la société. Notamment, dans certains pays, tu as ce qu'on appelle les IBC, les International Business Company, qui sont des sociétés offshore. Je pense notamment au Belize et à d'autres juridictions, mais également aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as la LLC. La LLC, soit elle est disregarded, soit elle est traitée comme une société incorporated, comme une corporation. Il sera beaucoup plus facile d'ouvrir un compte sur une LLC ayant opté à être traitée comme une corporation que sur une LLC disregarded. C'est très important de le préciser. D'où votre entreprise est exploitée. Rappelle-toi, c'est ce que je t'ai dit précédemment. Ton entreprise, si tu as une société française et que tu expliques aux banques françaises que tu l'exploites depuis l'Iran et que tu essaies d'ouvrir un compte aux États-Unis, voire même en Israël en ce moment, à mon avis, ça risque de bloquer un peu. Donc, retiens que la meilleure société offshore, la stratégie qui se cache derrière, dans le choix de ta société offshore, tu vas devoir prendre en compte cet élément si tu veux une société entièrement opérationnelle. Opérationnelle d'un point de vue bancaire, mais également d'un point de vue marketplace, d'un point de vue partenaire. Va essayer d'ouvrir un Amazon FBA avec une société au Belize, tu vas voir, dès que tu vas faire 10 000 balles, ce qu'on va te demander. Et c'est ceci qui va te permettre de développer tes opportunités, de créer du capital et donc d'atteindre cette liberté, sauf si bien évidemment, tu comptes tapiner jusqu'à l'âge de 90 ans, tu n'as pas besoin de ça. Si demain, tu as une société sans compte bancaire, cela va être compliqué. Demain, tu as une LLC américaine avec un seul compte bancaire chez Wise, il te ferme le compte bancaire chez Wise, bonne chance. Et on rappelle que la localisation de ta société n'a pas d'importance sur ta fiscalité, mais qu'elle a un impact sur tes possibilités. Ça fait des rimes, mais c'est important, notamment bancaire. Une société à Belize gérée depuis la Thaïlande sera taxée de la manière identique à une société estonienne gérée depuis la Thaïlande, et pas à 0%. Cependant, il sera beaucoup plus pratique de mettre des outils sur une société estonienne, juste les processeurs de paiement. Au Belize, essaie de l'activer. Et ouvrir des comptes bancaires ou même ouvrir un Amazon FBA. Profil risque ne concerne pas que la banque, ça concerne tes partenaires. Le quatrième concept de la meilleure société offshore, c'est de se demander quel est l'intérêt d'une société offshore. L'intérêt d'une société offshore va être intéressant dans certains cas, mais pas dans tous les cas, où une société locale sera plus intéressante. Il est important de le préciser, il est important de connaître les flots, les inconvénients de certaines juridictions. Si demain, par exemple, tu es en France et que tu veux ouvrir une limited au Royaume-Uni, ben c'est complètement con parce qu'elle ne va pas te permettre d'optimiser. Tu vas avoir que des fintechs de merde qui peuvent te foutre à la porte du jour au lendemain. Ça sera beaucoup plus opérationnel d'avoir une SAS locale. Et en plus, tu pourras t'enregistrer à la TVA contrairement à la limited. On va chercher avec une société offshore à augmenter nos possibilités, pas à les réduire, vu que dans 98% des cas, on ne pourra pas optimiser légalement. Et je rappelle, la fraude fiscale et l'ignorance n'est pas une optimisation légale. Et nous allons
voire deux cas spécifiques complètement différents dans lesquels la mise en place de cette stratégie est remarquablement puissante, apporte un avantage et apporte surtout une multitude de possibilités. Et je vais prendre pour cela l'exemple d'une personne expatriée à l'île Maurice. Je pense à quelqu'un qui m'avait demandé de réfléchir à certaines choses. Je vais te prendre cet exemple-là. L'île Maurice est une destination qui attire toujours plus d'entrepreneurs, avec une grosse communauté d'entrepreneurs, mais d'un point de vue capitaliste, d'un point de vue entrepreneurial, c'est plutôt une république bananière. Et donc, d'un point de vue création de capital, c'est de la merde. Tu vas optimiser fiscalement quelques dizaines de pourcents, mais même si tu gagnes 500 000 balles et que tu économises 10% d'impôts, tu vas économiser 50 000. Il va te falloir 20 ans de business non-stop pour avoir 1 million, et avec 1 million, tu fais rien, quoi. Tu vas pas faire des shorts en disant « What color is your Bugatti ?» De plus, cette destination impose, si tu fais du business Internet, d'utiliser une société offshore pour avoir accès au processeur de paiement. Il n'y a pas de processeur de paiement à part la solution toute pétée proposée par la MCB en collaboration avec la Société Générale, si je ne dis pas de bêtises, qui fonctionne une fois sur deux, quoi. Le mec, il va avoir peur. Il va avoir son banquier qui l'appelle, le 3D Secure, il ne va même pas déclencher, quoi. De plus, le levier bancaire, j'ai dit difficile pour être gentil, et bancariser ta société mauricienne, profil risque d'une société mauricienne, va être difficile. Risque perçu, république bananière, d'un point de vue bancaire, hein, ce n'est pas mon point de vue, hein, c'est le point de vue ressenti des gens. Se pose alors la question de quelle stratégie adopter dans ce cas-là. La technique classique, une LLC américaine avec les processeurs de paiement, et la technique optimisée, la stratégie de la meilleure société offshore. Si tu prends la solution classique de la LLC naked ou nue, on va prendre la situation suivante. On prendra la même situation dans le comparatif. 500 000 balles de chiffre d'affaires sur une clientèle européenne, ce qui est le cas généralement. Ça m'étonnerait que si tu prends par exemple Cédric Anissette, il fasse 80% de son chiffre d'affaires en Asie ou au Brésil, voire aux États-Unis. Ils sont sur une clientèle européenne et je m'adresse à des Européens ici. Cette société va faire 250 000 euros de profit hors frais Stripe, et sur une LLC américaine, tu comptes environ 5% de frais Stripe qui prend également les frais de conversion. Donc, tu te retrouves à 25 000 balles de frais Stripe. Résident à l'île Maurice, tu détiens ta LLC. Cette LLC, elle fait 250 000 balles de profit, 225 000 balles de profit en réalité, parce que les frais Stripe sont déductibles quand même. Tous les revenus sont imposés à titre personnel. Donc, le taux d'impôt personnel le plus élevé à l'île Maurice, c'est 20% au-dessus de 50 000 euros. Au-dessus de 2,4 millions de roupies indonésiennes. Là, tu peux faire des shorts avec des liasses de billets. C'est important de le préciser. Il y en a qui vont me dire « Ah ouais, mais pourquoi se payer ? On va se faire du dividende. » Du con, une LLC ne peut pas verser de dividende. Donc, il faut déjà comprendre comment ça marche. Vous voyez ce que j'insistais sur l'importance de maîtriser les outils et d'arrêter d'écouter tout le monde sur YouTube. Bon, on est sur YouTube, donc merde. Bref, tu auras plus ou moins 50 000 balles d'impôts. Le double étage ici sera beaucoup plus intéressant. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, une LLC est mieux gérée en filiale. Dans cet exemple-là, il est plus intelligent de faire détenir sa LLC par une personne morale mauricienne pour contrôler la distribution, c'est-à-dire ne pas être imposé sur l'ensemble du bénéfice, mais seulement le bénéfice qu'on se distribue, et permettre de déduire plus facilement les frais de sa société mauricienne et son exploitation mauricienne, et donc réduire l'imposition au sein de sa société. Bon, tu auras toujours le même problème avec ta société mauricienne, c'est-à-dire des banques qui sont pires que Wise. Et je considère, vous savez ce que je considère sur Wise, qui te ferme du jour au lendemain. Tu ne fais pas une stratégie sur ça. D'ailleurs, ils sont tous en train de pleurnicher et faire des vidéos. « Ah, Wise m'a bloqué, je me suis connecté, ils m'ont dit que mon compte était fermé. » Ah ouais, mais c'est pas une banque, Coco. Désolé de te le dire. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos, ça fait 3 ans que je vous le dis. Donc, tant pis pour vous, hein. La solution qui va être optimisée ici, c'est la même situation. 500 000 balles de chiffre d'affaires sur une clientèle européenne, 250 000 euros de profit hors frais Stripe. Ici, les frais Stripe, ils seront que de 8 250 euros. On va toujours avoir notre résident à l'île Maurice qui va créer une société dans la juridiction MSO 1. Dans cette juridiction, il va faire quelque chose de très particulier. Il va demander de se soumettre à la fiscalité étrangère. C'est demander donc au fisc local de dire « Écoute, tu vas m'imposer la fiscalité d'un autre pays. »
ça vous paraît impossible, mais c'est possible, et c'est un document très simple à remplir en plus, c'est le comptable qui s'en occupe ou votre incorporateur de société. À travers ce document, la société de la juridiction MSO 1 va être fiscalisée à l'île Maurice, et à l'île Maurice, la taxation sur les profits vont de 3 à 15%, 15% ou 80% de réduction, donc 3%, selon les activités. Les activités sont notamment, ça concerne, je pense, notamment ceux qui font du Amazon FBA peuvent bénéficier du taux à 3%. Donc, en réalité, ici, on va être à une fiscalité maximum de 37 500 euros et une économie de frais Stripe de 17 000 euros. Et là, la société à l'île Maurice, vu qu'elle est soumise à l'IS et que c'est une société opaque, elle pourra distribuer du dividende, et dividende qui n'est pas taxé à l'île Maurice. Donc, une stratégie beaucoup plus efficiente, il lui restera plus d'argent dans la poche. Mais au-delà de l'argent qui lui restera dans sa poche et qu'il n'aura pas jeté à Stripe, il aura les stratégies qui découleront de cette mise en place. Notamment, il va avoir plus d'avantages, il va avoir accès à un réseau bancaire efficace, augmenter ses possibilités sans augmenter sa fiscalité. Il va pouvoir utiliser d'autres alternatives, notamment l'ouverture plus aisée, puisque le profil risque de MSO1 est à l'extrême opposé de l'île Maurice. Ça va lui permettre de mettre des alternatives, de faciliter. Et si vous êtes dans le e-commerce, ça vous donne un immense avantage. C'est incroyable, notamment sur la gestion de votre trésorerie. Et ça réduit encore les frais Stripe. Tu vas, avec une option créer 2 bilans, avec ce qu'on appelle la recopie de bilan, être beaucoup plus opérationnel. Cela va être beaucoup plus facile pour tes clients également, parce que c'est plus facile de traiter une société en Europe sans être dans une société exotique. Si demain tu as un contrat en freelance et que tu arrives avec une société mauricienne, ça m'étonnerait qu'on te l'octroie. On le verra dans la partie freelance pour ceux qui veulent faire. On va développer une partie pour les freelances et on en parlera. Ça sera beaucoup plus facile pour toi. Tu vas voir les avantages de l'expatriation à l'île Maurice, c'est-à-dire un cadre de vie exceptionnel, une sécurité hors du commun, une vie sur place incroyable qui fait rêver sans avoir les inconvénients du business, des banques de merde, de l'absence de levier et de l'absence de possibilités. Donc, très important, le meilleur des deux mondes. C'est ça que la stratégie te permet. Le deuxième cas pratique sera vu dans Expat Stratégique Pro. On le verra sur une juridiction européenne très particulière et on verra comment cela peut augmenter également tes possibilités. Tu peux t'inscrire gratuitement dans la description sous la vidéo. Alors, c'est un peu comme l'immobilier quand il y a écrit publication ultérieure. Soyez patient. Quelquefois, les gens me disent « Ah, j'ai pas publié, pourquoi j'ai pas de contenu ?» Je l'ai dit que c'était une préinscription. Il faut que je le tourne. Également, le contenu que tu dois absolument voir en plus de cette vidéo, ça va être le comparatif expatriation ou s'expatrier en 2024. Rappelle-toi, c'est toi, là où tu es expatrié, qui définit la fiscalité de ta société. Et autant se mettre dans des juridictions capitalistes qui t'offrent le maximum d'avantages pour travailler le minimum de temps et être libre le plus rapidement possible au travers de la création d'un capital. Et ou créer sa société offshore, où nous allons plus en profondeur dans l'aspect fiscal d'une société offshore et te permettre de comprendre tous les concepts et voir comment tu peux le mettre en place et quelles sont les différences qui vont t'apporter énormément d'avantages. Je te recommande ces 2 vidéos qui se trouvent également dans la description et en haut à droite. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure très simplement. La meilleure société offshore est en réalité une stratégie globale complétée d'un ensemble de tactiques, une stratégie qui va dépendre à la fois de ton business, à la fois de ton lieu d'expatriation et à la fois de tes objectifs. C'est inutile, même si, oui, d'un côté, c'est utile même si tu ne veux pas les mettre en place, puisque ça t'apporte de l'avantage. Même si tu veux tapiner jusqu'à 90 ans, c'est utile. C'est fou à dire que c'est incroyable. Il y a un peu de complexité, mais ça reste une meilleure solution dans beaucoup de cas. Mais dans de nombreux cas, la situation que nous avons vue sur l'île Maurice est adaptée à 98% des personnes s'expatriant et cela leur apportera beaucoup d'avantages, surtout en termes de possibilités, comme une sorte d'option à terme que tu décides d'exercer ou de ne pas exercer. C'est un peu comme avoir un fusil dans sa maison ou une arme à feu dans sa maison. Vaut mieux en avoir une et de ne pas en avoir besoin de s'en servir qu'en avoir besoin de ne pas en avoir. Mais c'est exactement pareil. Ça marche également avec les préservatifs.
On développera les possibilités et les structurations, merci d'avoir oublié le S, dans le Borderless Entrepreneur dans sa V4 pour apporter un maximum d'avantages aux membres de la communauté. Si tu ne l'as pas rejoint, tu as le lien dans la description également. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.